Salut à tous et content de vous retrouver sur un nouvel épisode de PMAX Performance Podcast. Sur l'épisode numéro 3 sur le core training, on va aujourd'hui parler des erreurs courantes et qu'on voit le plus sur le travail du corps. Donc pour rappel, ce qu'on a vu dans les épisodes précédents, c'était simplement qu'il fallait piocher un peu dans chacune des définitions pour obtenir ce qui se rapproche le plus du contexte de notre activité physique. En soi, un exercice de core training, il sera défini comme un exercice qui vient stimuler le schéma de recrutement neuromusculaire, visant à assurer la stabilité de la colonne vertébrale tout en permettant un mouvement efficace et puissant. C'est donc préférable d'apprécier plutôt la stabilité en évoquant d'une part l'importance de la contribution des tissus actifs et passifs et d'autre part en expliquant comment le système nerveux contrôle les muscles du corps pour arriver à combiner de manière optimale la stabilité et la capacité de mouvement, comme on l'a évoqué sur le plan anatomique dans le deuxième épisode. Commençons tout d'abord par une erreur courante qu'on voit souvent quand les gens veulent travailler leurs abdos ou le gainage de manière très simple, sans penser de manière plus globale au core training. Ils cherchent la sensation de brûlure. Alors il y a un docteur qui était spécialisé dans le monde de la force athlétique, le docteur Fred Hatfield, qui a dit un jour que si vous cherchez la brûlure, il faut prendre une allumette. Alors c'est tourné à l'ironie, mais en fait la tension, elle est indispensable pour rendre les muscles plus forts, y compris ceux des abdominaux et du corps. Donc les plus hauts niveaux de tension qui est disponible, c'est en général autour de 30 secondes. Donc c'est bien moins que ce qui est nécessaire pour ressentir la douleur. Donc ne cherchez pas forcément une sensation de brûlure, mais cherchez, comme on va le voir sur la suite, sur les prochains épisodes, à vous concentrer sur la qualité de votre placement et de vos mouvements. Une autre erreur courante, c'est quand on travaille le corps, ou pas forcément sur des exercices pluriarticulaires, c'est de ne pas se focaliser sur la contraction de ses abdominaux et de sa ceinture abdominale. En fait, on peut créer des contractions musculaires de deux façons. Soit en réponse à une charge, et on appellera ça une contraction feedback, soit de manière conscientisée via une commande cérébrale. Et ça, on appellera ça une contraction feed-forward. Pour les abdos, en fait, les exemples du premier type de contraction, la tension feedback, c'est en partie travailler avec une charge portée, comme par exemple l'exercice du farmer walk ou bien le double kettle front squat. Ça permet donc de créer des niveaux de contraction suite à une charge extérieure. L'autre manière de contracter ses abdominaux, sa ceinture abdominale, son noyau, son corps, c'est simplement de commander avec son cerveau et d'engendrer une contraction volontaire de cette sangle abdominale. C'est par exemple le fait d'utiliser une respiration forcée ou de contracter de manière consciente ses abdominaux, sa ceinture abdominale pour créer des niveaux de force maximaux. Donc quand on fait un exercice, les deux niveaux de tension sont forcément indispensables. On sait bien que la connexion cerveau-muscle, le fait de commander avec son esprit et son cerveau vers une activation musculaire volontaire permet de créer des niveaux de force beaucoup plus importants. C'est ce qui donne raison en fait aux bodybuilders qui utilisent dans tous leurs mouvements des tensions feed-forward. Ils se focalisent donc sur la contraction systématique des abdominaux plutôt que le nombre de répétitions. Donc les tablettes de chocolat ne sont pas que des crunchs ou des sit-ups. C'est vraiment le fait dans tous les mouvements de contracter de manière consciente ces abdominaux, de créer un vrai réseau entre le cerveau et ses muscles, et ce dans tous les exercices que vous pouvez faire en salle de musculation ou même dans la vie courante. La troisième erreur que l'on peut diagnostiquer, c'est le fait de ne pas utiliser assez de résistance. Alors si vous voulez, dans la salle de muscu ou chez vous,
travailler vos abdominaux en tension feedback, comme on l'a expliqué, avec une charge externe, ça va nécessiter une certaine charge et un levier quand même important. Augmenter la résistance et les charges ne veut pas dire dégrader la qualité, bien au contraire. Si forcément vous passez à un niveau de résistance plus élevé, imaginez et comprenez bien qu'avant ça, il faut avoir un certain niveau d'endurance de force pour pouvoir aller chercher des niveaux de force plus importants. Une autre erreur est de se limiter uniquement à des exercices isométriques pour travailler le corps. Les exercices isométriques qui demandent une très forte contraction des abdominaux et de la ceinture abdominale, comme les planches, les L-sit, les V-sit, sont indispensables, je pense. Et leur rôle ne peut pas être sous-estimé forcément, mais cependant, il est important que chaque athlète utilise aussi un ratio dans son travail de manière dynamique, avec donc un étirement suivi d'une contraction. Il existe plusieurs exemples de ce type d'exercice et de travail. Cependant, encore une fois, il faut que chacun puisse tolérer une certaine flexion de la colonne vertébrale ou une certaine extension pour créer des mouvements dynamiques. Mais il faut garder surtout la qualité dans chacun de mes mouvements et essayer de respecter les courbures naturelles sans se déplacer à l'excès d'un côté ou de l'autre. Une autre erreur qu'on rencontre pour le travail des abdominaux et du corps, c'est en fait de ne pas faire de chaque exercice un exercice pour les abdominaux. En fait, exécuté par un expert, par exemple, le soulevé terre, c'est un exercice qui comprend aussi bien de la tension feed forward que de la tension feedback. Donc générer un niveau de contraction préventive pour solidifier son caisson abdominal, pour stabiliser sa colonne lombaire, pour plaquer les viscères et les groupes musculaires autour de sa colonne vertébrale, même dans des exercices de tirage, c'est vraiment une manière de créer un niveau de force et une connexion cerveau-muscle efficace. Cette contraction des abdominaux et du caisson abdominal se fait avant le mouvement, mais se fait aussi pendant le mouvement. C'est un point important à retenir quand je fais un squat, un soulevé de terre ou autre mouvement polyarticulaire. Pour l'anecdote, un ex-Mister Olympia, Franco Colombu, disait qu'il détestait faire des abdos de manière directe. Il se contentait uniquement de maintenir son caisson abdominal contracté durant tous ses exercices de renforcement. Et il a fini d'ailleurs par gagner le prix des meilleurs abdos et à faire des soulevés de terre dignes de performances incroyables de 320 kg alors qu'il avait un poids de corps de 80 kg. On sait que la colonne vertébrale se déforme sous une charge de compression d'à peine 9 kg. D'où l'intérêt vraiment d'activer volontairement et consciemment les muscles du corps pour stabiliser et répondre à toutes les exigences courantes des activités sportives, mais aussi de la vie courante, comme on le verra dans la suite des épisodes. Une autre erreur visible, c'est de vouloir utiliser uniquement le transverse de manière dissociée dans ces exercices de corps et de gainage et d'abdominaux. En fait, le muscle transverse, il a été longtemps exagérément considéré comme le principal stabilisateur en fait, de la colonne vertébrale et du maintien abdominal. Et en fait, cette conception, elle a découlé de plusieurs recherches qui avaient démontré que le muscle transverse de l'abdomen était en fait le premier à se contracter lors d'un mouvement de levée de bras. Ça date de 1997. Et cette étude, en fait, elle s'est limitée à analyser un mouvement simple, le lever de bras, ce qui est complètement éloigné des activités sportives. Et des mouvements davantage complexes engageront forcément différents modèles d'activation et de recrutement des muscles du corps. Il ne faut donc pas essayer de le travailler indépendamment en utilisant la respiration, ou du moins qu'avec la respiration, mais il est très important d'avoir une contraction musculaire de l'ensemble du caisson abdominal du corps
sur l'ensemble des faces afin d'anticiper un coup dans le ventre. Ça, c'est la consigne qui vient souvent des coachs aux États-Unis. C'est vraiment de contracter les abdominaux comme si on voulait se protéger d'un coup de poing dans le ventre. Un point important est qu'il existe un vrai lien et une vraie synergie musculaire entre le transverse et le périnée, ce qu'on appelle synergie abdomino-périnéale. Donc le fait de contracter et d'engager ces muscles en profondeur et de contrôler aussi son plancher pelvien permet aussi d'éviter certaines erreurs qui repoussent en fait les groupes musculaires et les viscères vers l'avant et d'éviter ces incontinences urinaires d'effort qu'on peut rencontrer parfois chez des sportives telles que les coureuses à pied, les gymnastes ou autres. Une autre erreur visible, c'est le fait de se concentrer uniquement sur une chaîne ou un plan de mouvement, comme par exemple on peut le voir certaines fois uniquement sur la chaîne antérieure des abdominaux et sans forcément utiliser la chaîne postérieure ou les chaînes latérales. En fait, développer un niveau de force musculaire disproportionné en ratio par rapport à un niveau d'endurance, ça tendrait plutôt à aggraver des blessures au niveau des lombaires. Donc, pour rappel, sur ce qu'on vient de dire, la tension feed forward est générée en fait à travers la respiration, mais surtout le fait de contracter l'ensemble de la ceinture abdominale de manière préventive. Et la tension feedback se mettra en place quand on percevra et qu'on atteindra un objectif avec une charge externe. Donc lorsqu'on manipule une charge, un disque avec un bras ou un kettle, l'ensemble des muscles du corps, y compris donc les abdominaux, la ceinture pelvienne forcément et la ceinture scapulaire parce qu'on maintient une charge, s'activeront de manière synergique pour contrôler et éviter de se blesser. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouvera sur l'épisode numéro 4 de cette mini-série pour évoquer le lien entre le core training, le core stability et son intérêt dans la vie courante et dans les sports. À très vite. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.